Le restaurant Lumière avait une liste d'attente de 3 mois, un chef français privé, un intérieur épuré, des tables en albâtre poli, du jazz doux en fond sonore, et une règle tacite que personne n'admettait jamais. Elle a choisi cet endroit non pas parce qu'il était célèbre, mais parce qu'elle voulait un dîner ordinaire, juste un seul, sans garde du corps scrutant chaque sortie, sans regard apitoyé posé sur le fauteuil roulant, sans que personne ne reconnaisse son visage avant de la reconnaître, elle. Es-tu sûr pour cet endroit? A-t-il demandé cet après-midi-là. Je veux un endroit calme, un endroit où les gens me regardent avant de regarder le fauteuil roulant. Il laisse rester silencieux un moment. J'irai seul, sans garde du corps. Tu le promets? Je le promets. Et qu'il a tenu parole. Quand ils sont arrivés, il portait un simple costume gris anthracite, sans cravate, sans entourage. Elle portait une robe noire qui tombait sous ses genoux, couvrant les jambes qui ne bougeaient plus. Ses cheveux châtains foncés bouclaient doucement sur ses épaules. Des lèvres nudes brillantes, peu de bijoux. Elle n'était pas éblouissante. Elle était confiante, du genre de confiance qui appartient à une femme qui a appris à se tenir droite quand le monde entier veut qu'elle baisse la tête. Mais la voiture s'est arrêtée. Il lui a ouvert la portière et elle a vu l'entrée. 3 marches en marbre, sans rampe, sans main courante, sans accès pour un fauteuil roulant. Son sourire s'est légèrement estompé, si rapidement que presque personne ne l'aurait remarqué. Mais Sawyer Kensington l'a remarqué. Il remarquait toujours tout. Il la porta pour monter les 3 marches, un bras autour d'elle, l'autre tirant le fauteuil roulant derrière lui. Elle enroula ses bras autour de son cou, le visage tourné vers son épaule, non pas honte, mais parce qu'elle ne voulait pas voir les yeux des gens à l'intérieur qui les regardaient. L'hôtesse leva les yeux, le regarda. La reconnaissance brilla dans ses yeux. Puis elle baissa les yeux vers le fauteuil roulant. Son sourire se figea une demi-seconde. Le nom sur la réservation? Kensington. Elle vérifia la tablette, sourit en guise de confirmation. Oui, bien sûr. Une table pour une personne. Un lourd silence s'installa. Audrey le sentit immédiatement. Ce silence familier. Le silence qu'elle avait entendu dans les cafés, les cinémas, les hôpitaux, dans tous les endroits où le monde la mettait doucement de côté en appelant ça de la commodité. Non, répondit calmement Sawyer. Une table pour deux. L'hôtesse cligna des yeux. Oh! Ses yeux balayèrent à nouveau la scène, regardant Audrey, regardant le fauteuil roulant, puis de nouveau Audrey. Oui, bien sûr, veuillez patienter un instant. Ils attendirent 5 minutes, puis 10. 2 couples arrivés après eux furent conduits à l'intérieur en premier, tous deux marchant, aucun en fauteuil roulant. Audrey gardait le dos droit, ses mains se crispant sur les roues, une vieille habitude de ces années, avec son ex-mari chaque fois qu'elle avait besoin de maîtriser ses émotions. Elle y était habituée. Elle y avait toujours été habituée. Mais Sawyer Kensington, lui, ne l'était pas. Il vit l'hôtesse chuchoter au directeur. Il vit la façon dont leurs yeux se posaient sur le fauteuil roulant, puis s'en détournaient rapidement. Le genre de regard que les gens croient discret, mais qui coupe plus profondément que n'importe quelle parole. Et c'est là que la soirée a commencé à changer. Non pas parce que quelqu'un a dit la mauvaise chose, mais parce que quelqu'un a cru que le silence n'aurait aucune conséquence. Ils avaient tort, car l'homme qui se tenait à côté de ce fauteuil roulant n'était pas du genre à élever la voix avec colère. Il était du genre à pouvoir mettre en faillite toute une société avant minuit sans jamais hausser le ton. Et ce soir, il ferait exactement cela. Si cette histoire vous a touché le cœur, s'il vous plaît, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne afin qu'elle puisse continuer à proposer des histoires comme celle-ci. Partagez la vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin de l'entendre, car parfois une seule histoire peut changer notre façon de nous voir les uns les autres. Et si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires. Le directeur du restaurant est apparu exactement 10 minutes plus tard. Preston Wells, un costume 3 pièces noires sans un seul pli, des boutons de manchette en argent, les cheveux plaqués en arrière avec une brillance parfaite et un sourire si soigneusement répété qu'il semblait presque réel. Il s'approcha avec l'assurance d'un homme habitué à tout contrôler entre ses 4 murs. Il serra d'abord la main de Sawyer. « Monsieur Kensington, c'est un honneur de vous accueillir à Lumière. » Sa voix était chaleureuse, professionnelle, parfaitement accordée au registre d'un établissement 5 étoiles. Puis ses yeux se sont déplacés vers le bas, rapidement.
Une demi-seconde, peut-être moins, juste assez longtemps pour balayer le fauteuil roulant, les jambes d'Audrey, immobile sous le tissu noir de sa robe, avant de revenir au visage de Sawyer. Mais Sawyer a compté cette demi-seconde. Il comptait toujours. Preston n'a pas tendu la main à Audrey. Il lui a fait un léger signe de tête à la place, du genre réservé à un accompagnateur, pas à un invité. Puis, il s'est retourné vers Sawyer comme s'il n'y avait qu'une seule personne ici digne d'intérêt. Nous sommes vraiment honorés, dit Preston. Cependant, je dois vous informer d'un petit détail. La salle à manger intérieure est entièrement réservée ce soir. Sawyer ne répondit pas immédiatement. Il jeta un coup d'œil à travers les portes vitrées derrière Preston. L'intérieur s'étendait sous des lustres en cristal. 3 tables vides clairement visibles. Des surfaces en pierre immaculée qui brillaient. Des serviettes pliées en éventail. Des verres à vin retournés en attente. 3 tables vides. Je vois des tables libres, dit Sawyer. Sa voix était aussi plate que Léo calme. Elles sont réservées, monsieur, pour des invités spéciaux qui peuvent arriver sans préavis. Nous avons fait notre réservation il y a 3 mois. Oui, bien sûr, Preston ne flancha pas. Le sourire resta figé, comme cousu sur son visage, et nous l'apprécions profondément. Cependant, l'espace intérieur présente certaines limitations en termes de mobilité. Il marqua une pause délibérée, laissant les mots s'installer, puis continua. Pour assurer votre confort maximal, nous avons une terrasse qui serait plus appropriée, plus privée, plus ouverte et avec un service complet, tout comme à l'intérieur. Chaque mot était poli, chaque mot soigneusement choisi, et chaque mot signifiait vraiment ceci. Le fauteuil roulant de votre femme va déranger les autres clients. Il va rétrécir l'allée. Il va attirer l'attention. Il va perturber la surface impeccable que ce restaurant a mis tant de mal à construire. Alors, s'il vous plaît, asseyez-vous dehors, hors de vue, hors du monde. Sawyer inspira lentement, sa mâchoire se contractant d'un seul millimètre. Il était sur le point de parler, mais Audrey fut plus rapide. C'est très bien. Sa voix intervint doucement, calmement, presque joyeusement. La terrasse est parfaite. Elle sourit. Ce sourire. Sawyer le reconnut immédiatement. Le sourire qu'elle avait répété 1000 fois devant les miroirs, devant les médecins, devant les travailleurs sociaux, devant les portes qui se ferment juste au moment où le fauteuil roulant les atteint. Le sourire qui disait « J'ai l'habitude ». Le sourire qui disait « Je ne veux pas être un fardeau ». Le sourire qui disait « Je vais me faire plus petite pour que le monde n'ait pas à changer ». Sawyer détestait ce sourire plus que tout au monde, plus que le regard de Preston sur le fauteuil roulant, plus que les 3 tables vides à l'intérieur. Aucune d'entre elles ne lui était destinée, car le regard de Preston était de la discrimination, mais le sourire d'Audrey était le résultat de la discrimination. C'était ce que le monde lui avait appris à travers des centaines de refus. Ne demande pas, ne proteste pas, ne prends pas de place, souris simplement. Dis simplement que c'est très bien. Disparais doucement pour que personne ne se sente mal à l'aise. Il la regarda. Elle ne le regarda pas en retour. Elle regardait Preston, souriant toujours, toujours assise droite dans son fauteuil roulant, toujours si élégante que personne ne pouvait voir qu'elle saignait à l'intérieur. Preston hocha la tête, ses épaules se détendant de soulagement. Il se détourna, faisant signe au personnel de préparer une table sur la terrasse. Dans son esprit, l'affaire était réglée. Le fauteuil roulant n'apparaîtrait pas dans le champ de vision des clients de l'intérieur. L'image du restaurant resterait intacte. Tout serait toujours beau, toujours parfait, toujours conforme aux normes esthétiques appropriées. Ils ne savaient pas que l'affaire n'était pas réglée. Elle ne faisait que commencer. Un serveur leur montra le chemin. Ils le suivirent et le trajet vers la terrasse exigeait de traverser tout l'intérieur du restaurant, table par table. Audrey poussait elle-même son fauteuil roulant, Sawyer marchant juste derrière elle. Elle passa la première table, le marbre blanc brillant sous la lumière des bougies, 2 verres de vin rouge, un jeune couple riant ensemble. Elle passa la deuxième table, vide, les serviettes pliées en éventail parfait. Des assiettes en porcelaine blanche attendant comme si elles attendaient quelqu'un. Mais pas elle. Elle passa la troisième table, également vide, également impeccable, également pas pour elle. 3 tables vides que Preston Wells avait qualifiées de entièrement réservées. 3 tables vides qu'elle devait dépasser pour atteindre l'endroit où ils avaient décidé qu'elle devait être.
L'allée entre les tables était plus étroite qu'elle ne l'avait prévu. Le fauteuil roulant passait à peine, les roues frôlant presque les pieds des chaises. Elle devait constamment s'ajuster, tournant légèrement, se faufilant, faisant attention de ne rien toucher. Et alors qu'elle manœuvrait dans l'espace étroit entre deux tables, une femme assise à sa gauche rapprocha sa chaise. Elle ne regarda pas Audrey. Elle ne dit rien. Elle a simplement tiré la chaise. Un réflexe, comme si le fauteuil roulant était quelque chose à éviter, comme si le handicap pouvait se propager s'il s'approchait de trop près. Audrey ne s'arrêta pas. Elle continua d'avancer. Puis un enfant, peut-être de 5 ou 6 ans, assis à une table à droite, la montra du doigt, un petit doigt, des yeux grands et curieux. La curiosité innocente d'un enfant rencontrant quelque chose de différent. La mère baissa immédiatement la main de l'enfant, rapidement et fermement, puis se pencha et chuchota. « Ne regarde pas ». 2 mots prononcés doucement, mais Audrey les entendit. Elle les entendait toujours. Ne regarde pas. Comme si elle était un accident de la route. Comme si elle était quelque chose de honteux. Comme si son existence dans ce fauteuil roulant n'était pas destinée à être vue dans un restaurant raffiné au milieu du marbre, des lustres et du jazz. Elle ne réagit pas, ne se tourna pas, ne regarda ni l'enfant ni la mère. Elle continua simplement vers les portes vitrées menant à la terrasse. Sawyer marchait derrière elle. Il entendit ces 2 mots. Il vit la main de la mère baisser celle de l'enfant. Il le mémorisa. La porte vitrée s'ouvrit. Le vent de décembre venant de la rivière Hudson leur frappa le visage d'un coup. Froid, coupant. À l'intérieur, il faisait 23 degrés, une lumière chaude de bougies, un jazz doux. Dehors, c'était l'air d'une nuit d'hiver à New York, l'odeur de la rivière froide et le calme d'un endroit où personne ne voulait s'asseoir. La terrasse abritait une seule table recouverte d'une simple nappe blanche au lieu de marbre. 2 chaises, dont une déjà retirée pour faire de la place au fauteuil roulant. Mais il était évident que la table avait été dressée à la hâte. La nappe légèrement de travers, les couverts dépareillés. Pas de bougies, pas de fleurs, pas de musique, seulement le vent et la lueur des lampadaires montant de l'avenue en contrebas. Et puis le détail final, le détail qu'Audrey savait qu'il viendrait, car il venait toujours. De la porte vitrée à la terrasse, il y avait 2 petites marches. 2 marches. Pas de rampe. Le serveur s'arrêta, regarda le fauteuil roulant, regarda les marches, puis chercha une solution du regard. Il appela un autre employé. 2 membres du personnel se tinrent de chaque côté du fauteuil roulant. L'un saisit le côté gauche, l'autre le côté droit. Puis ils soulevèrent tout le fauteuil roulant avec Audrey dedans, par-dessus les 2 marches, et la déposèrent sur la terrasse comme s'ils transportaient une chaise, comme s'ils transportaient un colis, comme s'ils transportaient quelque chose sans voix, sans choix, sans le droit de décider où et comment elle se déplacerait. Audrey ne dit rien pendant tout le processus. Elle resta assise, le dos droit, les mains posées sur ses genoux, les yeux fixés devant elle. Quand le fauteuil roulant fut posé, elle se poussa vers la table, ajusta ses cheveux, posa ses mains sur la surface recouverte de tissu et regarda à nouveau à l'intérieur à travers la porte vitrée, la lumière des bougies vacillant, les rires doux, le marbre blanc brillant. Le monde à l'intérieur était beau et chaleureux et destiné à tout le monde, sauf à elle. Elle sourit. Ce sourire, encore ce même sourire. Sawyer s'assit en face d'elle. Il n'ouvrit pas le menu, ne regarda pas autour de lui. Il la regarda, observa la façon dont elle prit la serviette, la posa sur ses genoux, plia soigneusement le bord, lissa chaque pli, méticuleuse, précise, comme si la serviette était parfaite, le dîner serait parfait. Comme si tout en surface était en place, la blessure à l'intérieur ne saignerait pas à travers le tissu. Il savait ce qu'elle faisait. Elle se faisait plus petite. Elle pliait sa douleur en un rectangle net, la posait sur ses genoux et appelait ça normal. À l'intérieur du restaurant, à travers la porte vitrée, un serveur escortait un couple nouvellement arrivé à une table près de la fenêtre, une table avec des bougies, une table avec des fleurs, une élégante table au plateau d'ivoire, la table qui aurait dû être la leur. Audrey le vit. Elle ne dit rien, ne réagit pas, ne détourna pas le regard. Elle le regarda simplement, sa main se crispant sur la serviette sur ses genoux,
se crispant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Le serveur sortit. Un jeune homme, peut-être pas encore 30 ans, entra sur la terrasse portant 2 menus reliés en cuir. Il les posa sur la table, ne regarda pas Audrey, ne regarda pas Sawyer, ne versa pas d'eau dans les 2 verres qui attendaient déjà, ne se présenta pas, ne dit pas «Bienvenue à Lumière», ne dit rien du tout. Il posa simplement les menus sur la table, se retourna et s'éloigna rapidement. Comme si cette table n'existait pas sur sa liste de services, comme si les 2 personnes assises ici n'étaient rien de plus qu'une extension de la table recouverte de tissu dressé à la hâte dehors. Sawyer le regarda partir. 1 minute. Sa voix n'était pas forte. Elle n'en avait pas besoin. Le serveur s'arrêta à mi-chemin, tournant la tête. «Amenez-moi le directeur ici.» Le serveur cligna des yeux. «Y a-t-il un problème, monsieur?» «Il y en a un. Un seul mot, pas d'explication. Aucune n'était nécessaire.» Le serveur soutint le regard de Sawyer une demi-seconde de plus, puis hocha la tête et partit plus vite qu'il n'était arrivé. Audrey regarda Sawyer de l'autre côté de la table. Le vent souleva une mèche de cheveux sur son visage. Elle l'écarta doucement et parla d'un ton aussi léger que s'il discutait de la météo. «Ne rende pas ça plus grave que ça ne l'est.» «Je ne le rende pas plus grave. Essaye. Tu es en colère. J'observe. Y a-t-il une différence?» «Il y en a une. La colère perd le contrôle. L'observation l'enregistre. » Elle le regarda. Il la regarda en retour. Entre eux se trouvait la table recouverte de tissu, 2 verres d'eau vides, 2 menus non ouverts et le vent froid de décembre. Ça arrive tout le temps, Sawyer. Partout. Tous les jours. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière. Pas pour toi. Pas quand je suis là. Je n'ai pas besoin que tu me sauves. Je sais, l'air s'épaissit de mots non dits, mais tu ne devrais pas avoir à t'habituer à être mise dehors. Elle ne répondit pas immédiatement. Le vent se leva, transportant des vagues bribes de jazz de l'intérieur à travers la fine fente de la porte vitrée, lointaine, floue, assez pour leur rappeler qu'au-delà de cette porte se trouvait un autre monde, plus chaud, plus lumineux, destiné à ceux qui ne sont pas en fauteuil roulant. Audrey baissa les yeux sur ses mains posées sur la serviette. Puis elle parla calmement, sans drame, sans tremblement. Si calme que Sawyer sut immédiatement que ce qu'elle allait dire ferait mal. La première fois après l'accident, je suis retourné à mon café habituel, celui où j'allais tous les matins depuis 2 ans. La propriétaire connaissait mon nom, savait que je buvais un latte avec moins de sucre, savait que j'aimais le coin près de la fenêtre. Elle marqua une pause. Ce jour-là, je suis arrivé en fauteuil roulant. La propriétaire m'a regardé, a regardé le fauteuil, puis a dit que l'entrée était trop étroite et a suggéré que je m'assoie dehors sur le trottoir. Silence. Il pleuvait ce jour-là. Un silence plus long. Je me suis assis sous la pluie et j'ai bu mon café parce que je ne voulais déranger personne, parce que je pensais que si je m'asseyais dehors sans me plaindre, peut-être que la prochaine fois, il me laisserait m'asseoir à l'intérieur. Elle leva les yeux, secs, sans larmes, seulement quelque chose au-delà des larmes, plus profond, plus ancien. Ils ne m'ont jamais laissé m'asseoir à l'intérieur. J'y suis retourné 3 autres fois. Les 3 fois, je me suis assise dehors. La 4e fois, je n'y suis pas retourné. Silence. C'est là que j'ai appris quelque chose. Le monde ne déteste pas les gens en fauteuil roulant. Le monde oublie simplement qu'il mérite aussi de s'asseoir à l'intérieur. Sawyer ne parla pas. Pas un mot. Sa main reposait sur sa cuisse sous le bord de la table où Audrey ne pouvait pas la voir. Se crispant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Ce fut le seul moment de toute la soirée où son corps trahit son émotion. Son visage resta impassible. Ses yeux restèrent froids. Sa voix resta contrôlée, mais sa main sous la table se serra si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans sa paume. Puis il se leva, lentement, résolument. Nous partons. Audrey leva les yeux. Tu n'as pas mangé. Je n'ai plus faim. Elle chercha quelque chose sur son visage. De la colère, de la pitié, de la résolution. Elle ne trouva ni colère ni pitié. Elle trouva quelque chose qui la troubla plus que les 2 réunis. Un calme absolu. Le calme d'un homme qui a pris une décision et n'a pas besoin d'y réfléchir à nouveau. Il passa derrière son fauteuil roulant, posa ses mains sur les poignets et la poussa loin de la table, loin de la terrasse, vers la porte vitrée menant à l'intérieur du restaurant.
Le vent coupait plus fort, mais le froid extérieur n'était rien comparé au froid qu'Audrey avait ressenti toute sa vie. Le froid d'être doucement mise de côté par des sourires polis. Deux membres du personnel soulevèrent à nouveau le fauteuil roulant pour remonter les deux marches de la terrasse. Audrey resta assise, le dos droit, les yeux fixés devant elle, ne regardant pas les deux hommes qui agrippaient chaque côté de son fauteuil. Elle y était habituée. Assez habituée pour savoir exactement quand il la soulèverait et quand il la reposerait, ajustant son centre de gravité à chaque mouvement sans que personne n'ait à le lui dire. Quand les roues touchèrent le sol à l'intérieur du restaurant, Sawyer passa derrière elle et posa ses mains sur les poignets. Il la poussa en avant, à travers l'intérieur à nouveau, sur le marbre, à travers la lumière des bougies, à travers les rires, à travers toutes les belles choses dont le restaurant se servait pour envelopper sa discrimination. Cette fois, Audrey ne jeta aucun regard de côté, ne regarda pas les tables vides, ne regarda pas le couple assis près de la fenêtre, à la table qui aurait dû être la sienne. Elle regarda droit devant elle et Sawyer poussa le fauteuil roulant d'un pas régulier et mesuré. Pas rapide, pas pressé, pas comme un homme qui sort en trombe, mais comme un homme qui mémorise ses derniers pas dans un lieu sur le point de cesser d'exister. Preston Wells se tenait près de la sortie. Il les avait vus se lever de la terrasse à travers la porte vitrée. Il avait ajusté son gilet, lissé ses cheveux et replacé son sourire professionnel. « Monsieur Kensington, dit-il en s'avançant, les mains légèrement jointes devant lui. S'il y a quoi que ce soit d'insatisfaisant, annulez la réservation. 2 mots. » Sawyer ne ralentit pas. Le fauteuil roulant continua de se diriger vers la porte. Preston accéléra le pas pour suivre. « Monsieur, nous avons préparé votre soirée avec le plus grand soin. Annulez-la. 1 mot, pas d'explication. » Sawyer ne s'arrêta toujours pas. Preston dut se déplacer plus vite, tournant autour d'eux pour se placer devant, bloquant le passage. Maintenant, ils se tenaient entre eux et la porte. Le sourire était toujours là, mais il s'était fissuré sur les bords. « S'il y a une quelconque insatisfaction, nous pouvons absolument nous ajuster. Nous pouvons réorganiser votre table, réviser le menu, tout ce que vous et votre femme préférez. Vous ne pouvez pas. » Sawyer s'arrêta, non pas parce que Preston le bloquait, mais parce qu'il choisit de s'arrêter. Il voulait regarder cet homme dans les yeux quand il dirait la phrase suivante. Le silence tomba entre eux, lourd. Autour d'eux, le restaurant continuait son rythme. Les couverts touchant la porcelaine, le vin versé, les rires doux. Mais dans le rayon de 2 pas entre Sawyer Kensington et Preston Wells, l'air s'épaissit comme du béton. Sawyer s'approcha. 1 pas. Sa voix ne s'éleva pas, elle s'aiguisa. « Savez-vous qui je suis? » Preston déglutit. Sa gorge bougea une fois. « Oui. Alors comprenez ceci. » Sawyer marqua une pause, laissant le silence faire son travail, puis continua. Chaque mot délibéré, lent, comme un clou enfoncé. « Vous ne nous avez pas placés dehors par manque de place. » Silence. Preston ne dit rien. Ses yeux allèrent à gauche, puis à droite, cherchant un démenti, une explication, et n'en trouvant aucune. Parce qu'il n'y en avait aucune. « Vous nous avez placés dehors à cause du fauteuil roulant. » Toujours le silence. Preston ouvrit la bouche, la referma. L'ouvrit à nouveau, la referma comme un poisson sorti de l'eau. « Vous avez regardé ma femme, dit Sawyer, sa voix ne s'élevant jamais d'une demi-note. Et vous avez décidé qu'elle ne méritait pas de s'asseoir à l'intérieur de votre restaurant. » Le silence s'étira. 3 secondes, 5 secondes. Preston se tenait là, le sourire complètement disparu maintenant, remplacé par quelque chose oscillant entre la peur et la prise de conscience naissante, qu'il avait commis une erreur bien plus grande qu'il ne l'avait compris. « Ce restaurant fermera avant minuit. » Preston eut un rire court et tendu, le genre de rire de quelqu'un qui pense avoir mal entendu. Le rire réflexe quand l'esprit refuse de traiter ce qu'on vient de lui dire. « Monsieur, ce n'est pas possible. » Sawyer n'ajouta pas un mot. Il se contenta de soutenir le regard de Preston. Stable, sans ciller, sans colère visible, sans menace ouverte, seulement de la certitude. Le genre de certitude absolue qui ne peut être feinte, ne peut être jouée. La certitude d'un homme qui a calculé chaque mouvement avant que son adversaire ne sache qu'une partie est en cours. Et Preston cessa de rire. Le son mourut instantanément parce que quelque chose dans ses yeux lui dit que cet homme n'exagérait pas.
ne se pavanait pas, ne parlait pas pour les faits. Cet homme énonçait un fait. Audrey toucha légèrement le poignet de Sawyer. « Allons-y, dit-elle doucement. » Sawyer baissa les yeux vers elle, puis de nouveau vers Preston, puis se détourna. Il poussa le fauteuil roulant vers la porte principale. 3 marches de marbre. Il la souleva à nouveau, un bras autour d'elle, l'autre tirant le fauteuil, mais cette fois Audrey n'enfouit pas son visage dans son épaule. Elle regarda droit devant elle, regarda à l'intérieur du restaurant par la porte ouverte, regarda Preston Wells qui se tenait là, les bras ballants, le sourire mort sur ses lèvres, et elle sut que quelque chose avait changé. Pas en elle, et en lui. Il l'installa dans le fauteuil roulant à l'extérieur, le plia dans le coffre, ouvrit la portière de la voiture. Elle se transféra elle-même sur le siège, efficace, entraînée, sans aide. Il ne l'aida pas parce qu'elle n'en avait pas besoin, parce que c'était la seule chose qu'elle revendiquait encore pour elle-même. Le droit de se déplacer d'un point A à un point B sans dépendre de personne. Le moteur démarra. Le restaurant Lumière devint plus petit dans le rétroviseur. La chaude lumière dorée rétrécit, de plus en plus petite, puis disparut au détour d'un virage. Mais ce qui s'était passé à l'intérieur ne s'évanouit pas. Cela s'installait dans le silence. Dans la façon dont les mains de Sawyer se crispaient sur le volant, dans la façon dont il regardait droit devant lui sans scier. Cela s'installait, et cela aurait des conséquences. À l'intérieur de la voiture, le silence. Le genre de silence qui s'épaissit, lourd, remplissant chaque espace entre deux personnes. Les lampadaires glissaient sur le pare-brise, projetant de longues traînées jaunes sur le visage d'Audrey. Lumineux puis sombre, comme la respiration de la ville à l'extérieur. Elle regarda par la fenêtre. Sawyer regardait droit devant lui. 1 minute passa. 2, 3. Manhattan défilait comme si rien ne s'était passé. Des piétons sur le trottoir, des taxis jaunes attendant au feu rouge, un couple s'embrassant devant une vitrine brillamment éclairée. Le monde extérieur continuait de fonctionner comme d'habitude. Mais à l'intérieur de cette voiture, l'air était si dense qu'il semblait presque tangible. Quelque chose qui pouvait être touché, saisi, écrasé dans la main. Audrey parla la première, sans le regarder, regardant toujours par la fenêtre. « Tu n'avais pas à faire ça. Si. Ce n'est pas la première fois qu'on me traite comme ça, Sawyer. C'est exactement le problème. » Sa voix était égale. Pas de colère, pas d'amertume, juste l'énoncé d'un fait, comme la lecture d'une ligne d'un rapport financier. Et tu penses que tu peux arranger ça? Arranger la façon dont le monde regarde quelqu'un en fauteuil roulant. Je pense que ce soir sera la dernière fois. Tu n'as pas à décider de ça. Je le peux. 2 mots prononcés comme s'ils étaient évidents. Comme le matin suit la nuit, comme l'eau coule vers le bas. Je le peux, et il y croyait. Un silence profond remplit la voiture. Elle se tourna pour le regarder pour la première fois depuis qu'ils étaient montés dans la voiture. Il était toujours tourné vers l'avant, les 2 mains sur le volant, 10 doigts posés uniformément, ni trop serrés, ni trop lâches. Contrôle. Toujours le contrôle. « Tu t'entends? » dit-elle lentement, la voix plus basse, presque un murmure. Ce ton de contrôle absolu. Tu parles exactement comme lui. Sawyer tourna enfin la tête, la regarda. Comme qui? Audrey ne répondit pas tout de suite. Elle baissa les yeux sur ses jambes, les jambes immobiles sur le siège de la voiture. Elles n'avaient pas bougé depuis cette nuit, il y a 2 ans. Elles ne bougeraient plus jamais. 2 cuisses, 2 genoux, 2 pieds, 10 orteils, tout était encore là. Tout intact, mais mort. Morts alors que le reste d'elle vivait. Elle les regarda 1 seconde de plus, puis leva son regard. Croisa directement les yeux de Sawyer. « Je ne veux pas qu'un autre homme décide de ce qui est bon pour moi. » Silence plus lourd que tous les silences qui avaient précédé cette nuit. Plus lourd que le silence dans le restaurant, plus lourd que le silence sur la terrasse, plus lourd que le silence entre Sawyer et Preston Wells, parce que ces silences avaient été entre Sawyer et le monde extérieur. Ce silence était entre Sawyer et elle, et il faisait plus mal. Chad disait qu'il me protégeait, dit-elle. Sa voix ne tremblait pas, ne montait pas, ne descendait pas, calme d'une manière qui semblait presque contre nature. Il disait que j'avais besoin de lui. Il disait que personne ne me comprenait comme lui. Il disait que personne ne m'aimerait jamais comme lui. Silence. Les lampadaires continuaient de passer sur la vitre. Lumineux, sombre,
lumineux, sombre. Il disait qu'il serait toujours à mes côtés. Il disait qu'il ferait n'importe quoi pour me protéger. Il disait qu'il savait ce qui était le mieux pour moi. Silence. Puis il m'a poussé dans les escaliers. La phrase tomba dans l'espace entre eux comme une pierre tombant dans un puits. Pas d'écho, pas de rebond, juste une chute jusqu'à ce qu'elle touche le fond dans un silence absolu. Sawyer ne parla pas. Ses mains sur le volant ne se crispèrent pas. Ses yeux ne s'illèrent pas. Son visage ne changea pas. Mais quelque chose changea derrière ses yeux. Pas de la colère, pas de la pitié, quelque chose de plus profond, de plus sombre, de plus dangereux que l'un ou l'autre. Quelque chose qu'Audrey ne pouvait pas lire. Et c'est ce qui l'effrayait plus que tout ce qu'elle avait jamais connu. Parce qu'elle s'était un jour assise à côté d'un homme puissant et n'avait pas pu lire ses pensées, et cette fois-là, elle avait perdu ses jambes. La ville continuait de défiler par les fenêtres. Les lampadaires continuèrent de glisser, lumineux, sombres, lumineux, sombres. Et à l'intérieur de la voiture, les mots d'Audrey pendaient d'entre eux. Nu, froid et plus lourd que toute menace que Sawyer Kensington ait jamais prononcée de sa vie. Sawyer ne réagit pas immédiatement. Il ne dit pas « Je suis désolé ». Ne dit pas « Tu n'es pas obligé de me le dire ». Ne dit rien du tout. Il resta simplement silencieux et la laissa parler, car il comprenait que certaines choses doivent être dites. Pas pour que quelqu'un d'autre les répare, pas pour recevoir du réconfort, mais pour que celui qui parle puisse respirer à nouveau. Pour que les souvenirs enfermés dans la poitrine depuis trop longtemps puissent enfin trouver une issue. Et Audrey commença à raconter. Sa voix était calme, pas dramatique, pas tremblante, ni montante ni descendante, plate comme la surface d'un lac gelé. Et c'est cette platitude qui la rendait effrayante, car sous cette glace se trouvait une eau profonde, sombre et assez froide pour que personne ne veuille la toucher. Ce soir-là, j'ai interrogé Chad sur un virement sur notre compte devant ses amis, sans accuser, juste en demandant. Normalement, du genre « Hey, c'était quoi ce virement hier? » C'est tout. Silence. Sawyer garda les yeux sur la route, sa mâchoire se contractant d'1 millimètre. Il a ri, s'est tourné vers ses amis, a dit « Elle est pompette, un demi-verre et elle vérifie les relevés bancaires. » Tout le monde a ri. J'ai ri aussi, parce que je pensais que si je riais, ça passerait. Silence. Sur le chemin du retour, il n'a pas dit un mot. Pas un seul. J'étais assise sur le siège passager, le regardant conduire, et je me suis dit, peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il a oublié, peut-être que c'est fini. Les mains de Sawyer se détendirent légèrement sur le volant. Juste légèrement, mais ses jointures blanchirent un peu plus. Quand nous sommes rentrés, je suis monté la première. Il est venu derrière moi. Je me suis arrêté en haut des escaliers et je me suis retourné pour dire quelque chose. Je ne me souviens même plus de quoi. Peut-être bonne nuit. Peut-être. Veux-tu de l'eau? Je ne me souviens pas. Un long silence. Il a posé sa main sur mon dos. Silence. J'ai cru qu'il me serrait dans ses bras parce que sa main était chaude et douce. Et j'ai pensé, oh, ça va, il n'est plus en colère. Silence. Puis il a poussé. Un mot, poussé. Le vent à l'extérieur de la voiture changea. Ou peut-être pas. Peut-être que Sawyer l'a seulement imaginé. Mais quelque chose dans l'air à l'intérieur de la voiture changea quand elle prononça ce mot. 14 marches. Sa voix resta calme, toujours stable. J'en ai compté 10 avant de perdre connaissance. 10 marches. Je me souviens de mon dos heurtant le bord des escaliers. Je me souviens de quelque chose qui se brise. Je ne sais pas si c'était un os ou la rampe. Je me souviens du plafond qui tournait. Je me souviens du visage de Chad en haut de l'escalier, regardant en bas. Silence, puis plus rien. Audrey baissa les yeux sur ses jambes, les jambes immobiles sur le siège de la voiture. Toujours là, toujours intactes, mais plus les siennes. Je me suis réveillé à l'hôpital. Des lumières blanches, l'odeur d'antiseptique, le bip régulier d'un moniteur, un médecin debout à côté du lit tenant un dossier, me regardant avec l'expression que j'allais trop bien connaître. Ce regard de pitié. Il a dit qu'il était désolé. Mes jambes ne bougeaient pas. Elles ne bougeraient plus jamais. Silence. Chad est venu le lendemain, dit-elle, sa voix inchangée. Toujours plate, toujours ce lac gelé.
Il a apporté des tournesols, mes préférés. Il savait que c'était mes préférés parce que je lui avais dit lors de notre premier rendez-vous que les tournesols étaient les seules fleurs que j'avais jamais reçues en grandissant pour mon 8e anniversaire d'une nounou de famille et d'accueil qui est partie la semaine suivante. Silence. Il s'est assis à côté du lit, m'a tenu la main, a pleuré, a dit qu'il était désolé, qu'il ne l'avait pas fait exprès, qu'il ne savait pas pourquoi il l'avait fait, qu'il changerait, et promis. Silence. Et je l'ai presque cru. Pour la première fois, sa voix portait quelque chose de différent. Pas de tremblement, pas de douleur brute, mais de l'épuisement. L'épuisement de quelqu'un qui a rejoué cette histoire 1000 fois dans sa tête et ne l'a jamais dite à voix haute. Je l'ai presque cru parce que j'avais l'habitude d'être blessé et d'appeler ça de l'amour. Parce que j'ai grandi dans des familles d'accueil, une maison après l'autre, un tuteur après l'autre, et personne ne m'a jamais appris à quoi ressemblait le véritable amour. Je savais seulement que celui qui restait m'aimait. Chad est resté, alors j'ai cru. Silence jusqu'à ce qu'il le refasse. Elle dit que la deuxième fois, ce n'était pas les escaliers. La deuxième fois, c'était une porte. Il a fermé la porte de la chambre, l'a verrouillée, me laissant assise dans mon fauteuil roulant dehors dans le couloir toute la nuit. En janvier, le sol froid. Pas de couverture, parce que j'avais osé lui dire que je voulais divorcer. Elle s'arrêta, ne pleura pas, ne trembla pas, juste le silence. Et ce silence faisait plus mal que les larmes, car les larmes signifient que la blessure est encore fraîche. Le silence signifie que vous vous y êtes habitué. Sawyer ne dit pas « Je suis désolé que tu aies dû endurer ça ». Il ne dit pas « Tu es si forte ». Il ne dit pas « Personne ne mérite d'être traité de cette façon ». Il ne dit aucune des centaines de phrases qu'Audrey avait entendues au cours des 2 dernières années de la part des médecins dans les salles de rééducation, des avocats au tribunal de divorce, des travailleurs sociaux qui venaient une fois par mois avec de la pitié dans les yeux et une pile de formulaires à signer. Il ne dit rien de tout cela. Il laissa le silence planer entre eux pendant 10 secondes, 15, 20, assez longtemps pour qu'Audrey se demande s'il ne savait pas quoi dire. Si elle en avait trop dit, si elle devait intervenir avec un « Oublie ça, je vais bien », comme elle le faisait toujours. Puis il demanda « Où est-il maintenant ?» 3 mots, sa voix plate, sans émotion, sans tremblement, sans tranchant, juste plate comme la surface d'une table d'opération, propre, froide et prête. Audrey le regarda, étudia son visage dans le scintillement des lampadaires passant sur le pare-brise. Froid, contrôlé, pas un seul changement visible, pas de pitié, pas de colère, rien. Et ce rien lui fit comprendre. Elle le connaissait. Elle avait vécu à ses côtés assez longtemps pour savoir que lorsque Sawyer Kensington ne montrait aucune émotion, c'était là que l'émotion en lui était la plus forte. Et elle savait que la question n'était pas de la curiosité. Il ne voulait pas savoir où vivait Chad Morrison, ce qu'il faisait, s'il était heureux. Il savait déjà tout cela. La question était un inventaire, une vérification silencieuse des coordonnées sur une carte dans sa tête, confirmant que la cible restait exactement là où il l'avait placée. « Tu sais où il est, dit-elle. Ce n'est pas une question. » Oui. Silence. Les lampadaires glissaient, lumineux, sombres. « Il est toujours en vie, dit-elle lentement, pesant chaque mot. Pas parce que tu n'as pas pu le trouver. Non, mais parce que je t'ai demandé de ne pas le faire. Oui. Un silence plus long cette fois. Elle le regarda. Il gardait les yeux sur la route. La ville défilait à l'extérieur, indifférente, inconsciente, inconsciente de la conversation qui se déroulait à l'intérieur de cette voiture noire. Mais tu ne l'as pas laissé indemne, n'est-ce pas? Sawyer ne se tourna pas. Son regard resta fixé vers l'avant. Ses mains restaient instables sur le volant. Sa voix resta égale. Je ne l'ai pas touché. J'ai seulement fait en sorte qu'il ne puisse plus jamais toucher personne. Audrey ne demanda pas de détails, ne demanda pas ce qu'il avait fait, ne demanda pas comment Chad Morrison vivait maintenant, ni où, ni dans quelles circonstances. Elle n'avait pas besoin de pourboire. Elle avait seulement besoin de savoir une chose, que Chad Morrison existait quelque part dans l'obscurité et que cette obscurité était contrôlée par Sawyer. C'était suffisant. Silence. Les lampadaires continuaient de balayer la vitre. « Merci, dit-elle doucement. » Sa voix s'érailla légèrement. Les 2 mots sortirent de sa bouche avant qu'elle ne puisse les arrêter. Et elle savait qu'ils n'étaient pas suffisants.
savait qu'ils ne capturaient pas ce qu'elle voulait dire. Mais elle ne trouvait rien d'autre. Sawyer se tourna pour la regarder. Et pour la première fois cette nuit-là, la première fois depuis qu'ils étaient entrés dans la lumière, ses yeux s'adoucissaient en juste une seconde. Si bref que si Audrey avait cligné des yeux, elle l'aurait manqué. Mais elle ne cligna pas des yeux, elle le vit. Quelque chose derrière la glace, derrière le contrôle, derrière le visage froid et la voix égale, quelque chose de chaud. Puis cela disparut. Son regard redevint vif, contrôlé, comme si une porte s'était ouverte une seconde et s'était refermée. « Tu n'as pas à me remercier, dit-il. Tu dois ne plus jamais avoir peur. » Audrey l'étudia un instant de plus, puis elle demanda, son ton doux mais tranchant, le tranchant particulier qu'elle utilisait quand elle avait besoin qu'il écoute attentivement. « Et qu'est-ce que tu fais maintenant? » « Je mets en faillite une société pour un dîner. »« Pas pour un dîner. »« Alors pourquoi? » »« Parce qu'ils ont pensé que tu pouvais être diminué sans conséquence. » Silence. Cette phrase posait plus que n'importe quelle menace. Plus lourde même que « ce restaurant fermera avant minuit », parce que cette menace avait été dirigée contre Preston Wells. Cette déclaration était dirigée contre le monde. Et ils avaient tort. Audrey le regarda. Dans l'obscurité de la voiture, avec les lampadaires vacillant sur le pare-brise, elle vit deux hommes. L'un l'avait poussé du haut de 14 marches et lui avait pris ses jambes. L'autre mettait en faillite toute une société parce que quelqu'un avait osé la mettre de côté et l'asseoir dans le vent froid. Elle ne savait pas si c'était de l'amour ou de la possession. Elle ne savait pas où se situait la ligne entre les deux, et elle avait peur parce que la dernière fois, elle ne l'avait pas su non plus, et la dernière fois, elle avait perdu ses jambes. L'air s'épaissit de mots non dits pendant plusieurs secondes après la dernière phrase de Sawyer. Puis Audrey ouvrit la bouche, et la question sortit comme si elle attendait dans sa gorge depuis longtemps, attendant précisément ce moment pour se libérer. « En quoi suis-je différente d'une excuse pour que tu utilises ton pouvoir? » La question frappa Sawyer plus fort qu'elle ne s'y attendait, plus fort que tout ce que Preston Wells avait dit dans le restaurant, plus fort que les 3 marches de marbre, plus fort que les 2 employés soulevant son fauteuil roulant comme un objet. Parce que ces choses venaient de l'extérieur. Cette question venait d'elle. Il marqua une pause. Pas la voiture. La voiture continuait d'avancer. Il marqua une pause à l'intérieur. La machine à calculer qui tournait constamment dans sa tête, celle qui avait toujours une réponse prête pour chaque situation, calée pour la première fois cette nuit-là. « Tu n'es pas une excuse, dit-il plus lentement que d'habitude. Alors prouve-le. Je suis en train de le prouver. En détruisant un restaurant, en m'assurant que personne ne le répète. Tu ne peux pas réparer les préjugés avec le pouvoir, Sawyer. Non, mais je peux réparer les conséquences avec le pouvoir. Ça ne change la pensée de personne. Je n'essaie pas de changer la pensée. Je change le comportement. Avec la peur, avec le levier. Quelle est la différence? La peur fait que les gens se cachent. Le levier les fait choisir. Chaque phrase fusait entre eux comme des balles. Rapide, courte, précise. Aucun n'éleva la voix. Aucun ne la baissa. Il parlait à un volume normal, sur des tons normaux, mais chaque mot coupait plus profondément que n'importe quel cri n'aurait pu le faire. Car ce n'était pas une dispute. C'étaient 2 personnes disséquant la chose la plus importante entre elles, et toutes 2 savaient que si la lame glissait, la blessure ne guérirait pas. Le silence tomba à nouveau. Audrey regarda par la fenêtre. Manhattan scintillait toujours à l'extérieur, indifférent, beau, indifférent aux 2 personnes dans cette voiture noire, essayant de localiser la ligne entre l'amour et le contrôle. Puis elle se retourna, le regarda et parla lentement, chaque mot posé comme une brique. Chad disait aussi qu'il faisait tout pour moi. Silence. Chad disait aussi qu'il me protégeait. Silence. Chad disait aussi que personne ne m'aimerait jamais comme lui. Silence. Puis il a verrouillé la porte. Le silence le plus lourd de la nuit. Plus lourd que le moment où elle a décrit les 14 marches. Parce que 14 marches, c'était le passé. La question suivante était le présent. En quoi es-tu différent de lui? 3 mots. Léger comme une plume, lourde comme une montagne. Sawyer ne répondit pas immédiatement. Pour la première fois dans cette conversation, il n'eut pas de réponse en une seconde. Il regarda droit devant lui. Les lampadaires défilaient, la ville continuait de tourner, le monde continuait de tourner. Mais à l'intérieur de cette voiture, le temps s'arrêta, attendant sa réponse. 5 secondes, 10. Il te donnait des choses pour te contrôler, dit-il enfin, sa voix plus lente que d'habitude. Plus délibérée. Je te donne des choses pour que tu puisses contrôler le monde.
Est différent? Oui. Comment en es-tu sûr? Parce qu'il ne t'a jamais laissé le questionner. Il ne t'a jamais donné le droit de douter de lui. Il ne s'est jamais assis tranquillement pendant que tu le comparais à quelqu'un de pire. Silence. Tu viens de me questionner. Tu viens de me comparer à lui. Et je suis toujours là. Je suis toujours assise ici. Je n'ai pas coupé le moteur pour m'en aller. Je n'ai pas verrouillé de porte. Je suis toujours là. Silence. Audrey ne parla pas. Elle écouta et pesa ses mots. L'endurance ne devrait pas être quelque chose qu'on attend de toi, dit Sawyer, sa voix plus basse. Pas tout à fait un murmure, mais presque. Pas dans un restaurant, pas dans un café, pas dans un couloir glacial à minuit. Nulle part. Silence. Puis Audrey fit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu, qu'elle n'avait pas réfléchi. Sa main passa de ses genoux à la console centrale, cherchant sa main posée près du levier de vitesse, et la prit. Sa main était petite. Il y avait une vieille cicatrice sur son poignet, faible, mais toujours visible. Une trace de la nuit où elle avait tenté de résister lorsque Chad lui avait saisi le poignet et l'avait traîné dans le couloir avant de verrouiller la porte. Sawyer baissa les yeux, regarda sa main, regarda la cicatrice, puis il referma doucement ses doigts sur les siens. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. La voiture continuait d'avancer. La ville continuait de tourner. Les lampadaires continuaient de balayer le pare-brise. Lumineux puis sombre, et quelque part dans le silence entre eux. La ligne entre la protection et le contrôle s'estompait, non pas parce qu'elle disparaissait, mais parce que tous deux essayaient encore de trouver exactement où elle se situait. La voiture s'arrêta devant l'immeuble. Sawyer sortit le fauteuil roulant du coffre, le déplia, le plaça à côté de la portière passager. Audrey s'y transféra elle-même d'un mouvement fluide et entraîné, puis roula seule dans le hall. Il marcha à ses côtés, ni derrière, ni devant, à côté. L'ascenseur privé s'ouvrit avec une carte-clé. Ils entrèrent, les portes en acier se fermèrent, des miroirs les reflétaient sur quatre côtés. Un homme debout dans une chemise blanche froissée, une femme assise dans une robe noire dans son fauteuil roulant. L'ascenseur s'arrêta. Les portes s'ouvrirent directement sur le penthouse. Audrey sortit. Et comme toujours, elle n'eut pas besoin de s'arrêter pour ajuster quoi que ce soit. Les sols étaient de niveau, sans marche, sans aspérité, pas même une différence d'1 seul centimètre. Les poignées de porte étaient des leviers au lieu de boutons ronds, faciles à ouvrir d'une main, tandis que l'autre tenait une jambe de roue. Les comptoirs de la cuisine étaient abaissés juste assez pour qu'elle puisse tout atteindre en étant assise. Le miroir de la salle de bain était incliné pour une hauteur assise. Les interrupteurs étaient placés plus bas que la norme. Des robinets sans contact, une table à manger sans pied central pour que son fauteuil puisse se glisser confortablement. Chaque détail de ce penthouse disait une chose. Quelqu'un avait pensé à elle. Quelqu'un s'était assis avec l'architecte, avec le décorateur d'intérieur, et avait parcouru chaque recoin de cette maison avec une seule question en tête. Peut-elle vivre ici sans avoir à demander de l'aide à personne? Mais Sawyer ne l'a jamais dit à voix haute. Pas une seule fois il n'a dit « J'ai redessiné le penthouse pour toi ». Pas une seule fois il n'a montré une poignée de levier en disant « J'ai changé ça à cause de toi ». Et Audrey n'a jamais demandé, car demander aurait signifié admettre qu'elle avait besoin d'aménagements spéciaux. Et elle ne voulait pas être spéciale. Elle voulait être normale. Il comprenait ça. Alors, il restait silencieux. Et elle restait silencieuse. Et ce silence, contrairement à tous les silences douloureux de la soirée, était le silence le plus doux que deux personnes pouvaient s'offrir. Sawyer retira sa veste, la plia soigneusement, la posa sur le dossier d'une chaise, remonta les manches de sa chemise jusqu'au coude, enleva sa montre et la posa sur la table. Puis il prit son téléphone et commença le premier appel. Confirmer la société mère de Sterling Hospitality Group. Sa voix était égale. Pas d'émotion, pas de montée ou de descente, comme s'il lisait une liste de courses. 15 secondes, il raccrocha. Deuxième appel, structure de la dette, ratios de prêt, qui détient la plus grande part. 20 secondes, il raccrocha. Troisième appel, point faible du conseil d'administration, qui est prêt à vendre et à quel prix. 25 secondes, il raccrocha. Quatrième appel, le plus court, 2 mots, procédez maintenant. Il mit fin à l'appel. 4 appels, même pas 2 minutes au total.
chacun comme une incision chirurgicale. Précis, net, pas une seconde de perdu, pas un détail manquant, pas de salutation, pas de s'il vous plaît, pas de merci, seulement des ordres, des données et de l'action. Audrey regardait depuis la fenêtre allant du sol au plafond, surplombant Manhattan. La ville s'étendait sous eux. Des millions de lumières, des milliers de rues, des centaines de milliers de vies se déroulant en même temps. Elle tenait un verre d'eau qu'elle avait pris elle-même dans la cuisine, mais ne buvait pas. Elle le tenait simplement et le regardait. Regardait la façon dont il arpentait la pièce devant la fenêtre. Le téléphone à l'oreille, la voix inchangée, les yeux inchangés, comme une machine programmée pour démanteler tout ce qui se trouvait devant elle. Et elle sentit, à chaque appel qu'il passait, sa peur monter un peu plus. Pas peur de lui, peur de ce qu'il représentait, peur du pouvoir agissant sans lui demander sa permission. « Tu achètes ce restaurant ?» demanda-t-elle quand il eut terminé le dernier appel. « J'achète la société qui le possède. » Elle cligna des yeux. La société, Sterling Hospitality Group, possède Lumière et 4 autres propriétés. Elle opère sous une structure de dette liée à un consortium hôtelier. Ce consortium doit de l'argent à mes gens. Avais-tu prévu ça à l'avance? Non, je me souviens. Chaque dette, chaque faiblesse, chaque connexion, je me souviens toujours. Un léger frisson la parcourut, non pas de froid, mais de la clarté avec laquelle elle venait de voir la machinerie à l'intérieur de cet homme. Une machinerie qui n'oubliait pas, ne pardonnait pas, et ne cessait jamais de calculer. « Tu es effrayant quand tu travailles, dit-elle doucement. Je sais. Tu ne le nies pas. Non. Son téléphone vibra, un message. Il jeta un coup d'œil à l'écran, les yeux fixes, sans ciller, lut pendant 2 secondes, puis posa le téléphone sur la table. Fait. Fait quoi? Étape 1. Audrey regarda l'horloge au mur. Moins de 20 minutes depuis qu'ils étaient entrés dans le penthouse et Sawyer Kensington avait déjà commencé à démanteler un empire. Le téléphone d'Audrey vibra sur ses genoux, une notification de réseau social. Elle baissa les yeux, ayant l'intention de l'ignorer, mais la première ligne la fit s'arrêter. La page officielle du restaurant Lumière venait de publier une annonce. Elle l'ouvrit, lut. Raison de problèmes structurels inattendus, le restaurant Lumière fermera temporairement pour une évaluation interne, avec effet immédiat. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et fournirons des mises à jour concernant la réouverture. Elle leva les yeux vers Sawyer. Il se tenait près de la fenêtre, la ville dans son dos, le téléphone à la main, le visage illisible. « 27 minutes, dit-elle. « Oui. 27 minutes depuis que nous sommes partis. Oui. Tu es rapide. Non, je suis préparé. » Elle retourna à son écran, relut la déclaration. Problème structurel inattendu. Aucune mention de changement de propriétaire. Aucune mention de pression financière. Aucun indice qu'un homme avait passé 4 appels en moins de 2 minutes et fait s'effondrer tout un système. Juste des problèmes structurels inattendus. Propre, net, inoffensif. Son téléphone vibra à nouveau. Une deuxième notification, cette fois d'un média spécialisé dans l'hôtellerie. Sterling Hospitality Group sous examen suite à un retrait soudain de capitaux. Des sources internes signalent une restructuration inhabituelle de la propriété au cours des dernières heures. Audrey lutte, puis leva les yeux vers lui. « Tu ne t'es pas disputé avec eux. Non. Tu n'as pas menacé. Non. Tu n'as pas élevé la voix. Non. Tu as coupé leur oxygène. Oui. » Une compréhension sans parole passa entre eux. Audrey reposa le téléphone sur ses genoux, regarda par la fenêtre. Manhattan scintillait toujours en dessous, et quelque part dans cette mer de lumière, un restaurant venait de s'éteindre. Puis elle se retourna, et cette fois, sa voix était différente. Pas tranchante, pas provocante, inquiète, vraiment inquiète. « Et le personnel ?» demanda-t-elle. « Les serveurs, les chefs, les plongeurs, les commis, qu'ont-ils fait de mal? Personne n'a rien fait de mal. Tout le personnel sera réaffecté à d'autres propriétés du groupe. Personne ne perd son emploi. Le serveur qui n'a pas versé mon eau, réaffecté aussi, il a suivi les directives de la direction. Ce n'était pas une décision personnelle. » Audrey resta silencieuse une seconde, puis demanda « Et Preston Wells? » « Le directeur sera réaffecté. Réaffecté à une propriété qui reflète sa mentalité. » Elle comprit.
Pas de lustres en cristal, pas de marbre blanc, pas d'invité de marque et de liste d'attente de 3 mois. Pas d'autorité pour regarder de haut le fauteuil roulant de quelqu'un et décider qu'il n'avait pas sa place à l'intérieur. Preston Wells serait envoyé quelque part où il servirait plutôt que de juger. Son téléphone vibra une 3e fois, un message d'une amie des relations publiques de luxe. As-tu vu pour Lumière? Fermé soudainement, soi-disant pour des problèmes financiers internes, incroyablement rapide. Il servait des clients ce soir. Elle montra le message à Sawyer. Il le lut. Son visage ne changea pas. Tu ne laisses pas d'empreinte, dit-elle. Je n'opère pas de manière théâtrale. Alors comment opères-tu? Structurellement, enlever les fondations. Le bâtiment s'effondre de lui-même. Son téléphone vibra une 4e fois. Cette fois, une alerte d'actualité financière officielle. Le conglomérat hôtelier de luxe Sterling Hospitality Group acquis en une nuit. Nouvelle structure de propriété. Le conseil d'administration sera annoncé. Des sources confirment que la transaction a été finalisée en moins d'1 heure. Audrey fixa l'écran, puis le regarda. Tu le possèdes maintenant? Oui. Tout? Tout. Silence. Elle posa le téléphone à côté du verre d'eau intact, le regarda. Il se tenait devant la fenêtre, les lumières de la ville dessinant sa silhouette, les manches retroussées, les cheveux légèrement en désordre, le visage calme, comme s'il venait de terminer des formalités administratives de routine plutôt que d'avaler un empire en 27 minutes. « Tu ne l'as pas incendié, dit-elle. « Non, tu l'as démantelé. »« Oui. » Et maintenant, il la regarda longuement. Ses yeux n'étaient plus froids, mais ils n'étaient pas chauds non plus. Ils flottaient quelque part entre les deux, à cet endroit où le calcul rencontre quelque chose de plus profond qu'il ne nomme pas tout à fait. Maintenant, je reconstruis. Et la façon dont il a dit « reconstruit », la façon dont il l'a regardé en le disant. Audrey sut qu'il ne parlait pas d'un restaurant. Le silence persista après que la nouvelle se fut installée. Pas de nouvelles notifications. Plus de vibrations, seulement le bourdonnement lointain de la ville montant d'en bas et le faible murmure du vent s'infiltrant par la fenêtre légèrement ouverte. Audrey était assise dans son fauteuil roulant à côté du mur de verre, regardant Manhattan. 1 million de lumières, 1 million de vies, et quelque part dans cette mer de lumière, un restaurant s'était éteint parce que l'homme qui se tenait derrière elle en avait décidé ainsi. Sawyer se tenait à quelques pas, le dos tourné, lisant des messages sur son téléphone. Son pouce se déplaçait sur l'écran. Ses yeux parcouraient des lignes de texte. Son visage restait illisible. Toujours au travail, toujours en train de calculer, toujours en contrôle. Et dans cette étendue de silence, quelque chose changea à l'intérieur d'Audrey. Cela n'arriva pas bruyamment. Ne frappa pas comme la foudre. Cela monta lentement, comme l'eau remplissant d'une pièce, comme le brouillard se propageant, comme quelque chose qu'elle avait enfoui profondément, qui remontait soudainement à la surface. Pas de la colère, pas de la déception, de la peur. Une vieille peur. La peur qu'elle avait emportée de l'appartement de Chad Morrison, des 14 marches, de la porte de la chambre verrouillée, de cette nuit de janvier assise dans le couloir glacial dans son fauteuil roulant. La peur du pouvoir. Elle regarda Sawyer, le dos large sous les manches blanches retroussées, les muscles bougeant faiblement sous le tissu, la main tenant le téléphone, la même main qui avait démantelé une société en 27 minutes sans élever la voix. Et elle vit quelque chose de familier. Pas le pouvoir de Sawyer. Le genre de pouvoir que Chad avait autrefois détenu. Plus petit, plus grossier, plus ouvertement cruel, mais le même en essence. La capacité de décider du cours de la vie des autres sans demander. La capacité de remodeler le monde et d'appeler ça de la protection, d'appeler ça de l'amour. Tandis que la personne protégée n'a jamais le choix. Audrey posa ses mains sur les jantes de ses roues et poussa lentement. Pas vers la fenêtre, pas vers la cuisine, vers l'ascenseur. Le roulement doux du caoutchouc sur le bois, silencieux, mais dans le calme du penthouse, cela sonnait comme un coup à une porte. Sawyer l'entendit, se retourna, la vit s'éloigner de lui, vers l'ascenseur, vers les portes en acier qui étaient la seule sortie de cet étage. « Où vas-tu? J'ai besoin d'espace maintenant. » Elle s'arrêta à mi-chemin du salon, entre la fenêtre et l'ascenseur, entre lui et la porte. Elle tourna le fauteuil roulant pour lui faire face. Et quand elle parla, sa voix n'était pas froide, pas tranchante, pas stable. Pour la première fois cette nuit-là, elle tremblait. «
Je n'ai pas quitté ce restaurant pour entrer dans une autre prison. Les mots tombèrent entre eux, lourds, comme un marteau, comme 14 marches, comme une porte de chambre verrouillée en janvier. Sawyer resta complètement immobile, le téléphone toujours à la main, mais il ne le regardait pas. Il la regardait. Et pour la première fois cette nuit-là, pour la première fois peut-être de toute leur relation, il n'avait pas de réponse préparée, pas de calcul, pas de prochain mouvement, juste elle, assise dans son fauteuil roulant au milieu du salon, tremblante, le regardant avec des yeux qu'il avait déjà vus, mais jamais dirigés vers lui, des yeux remplis de peur. Chad disait que tout ce qu'il faisait était pour moi, dit-elle, sa voix tremblant légèrement maintenant, vraiment tremblante. Pas de froid, pas du vent de la terrasse, de peur. Il disait qu'il me protégeait. Il disait qu'il savait ce qui était le mieux pour moi. Il disait que je n'avais pas à m'inquiéter. Il s'occuperait de tout. Silence. Puis il a verrouillé la porte. Silence. Tu viens de mettre en faillite une société sans me poser une seule question. Pas une seule, Sawyer. Tu as décidé des conséquences pour d'autres personnes sans me demander si je le voulais. Tu as changé la vie de centaines d'employés sans me demander si j'étais d'accord. Tu as agi pour moi, en mon nom. À cause de moi, mais tu ne m'as jamais demandé. Silence. En quoi es-tu différent de lui? Les trois mêmes mots qu'elle avait posés dans la voiture, mais plus lourds maintenant. Parce qu'avant, c'était une question. Maintenant, c'était un ultimatum. Dis-moi, en quoi es-tu différent? Sawyer la regarda, puis il fit quelque chose qu'Audrey n'attendait pas. Il posa son téléphone sur la table. Lentement, doucement, il le posa. Pas jeté, pas lâché, posé et relâché. Pour la première fois cette nuit-là, il ne tenait pas ce que appareil. Pour la première fois, il se déconnecta volontairement de la machine de pouvoir qu'il commandait. Et cette petite action, l'acte de poser un téléphone sur une table, en disait plus que n'importe quelle phrase qu'il aurait pu prononcer. Il s'approcha d'elle, un pas, deux, puis s'arrêta, à deux pas plus près, parce qu'il comprenait. Plus près maintenant serait ressenti comme une menace, pas de l'amour. Plus près maintenant ressemblerait à Chad s'avançant vers le haut de l'escalier. Plus près maintenant la ferait reculer vers l'ascenseur. Alors il s'arrêta, à deux pas, et quand il parla, sa voix était différente, complètement différente de tout ce qu'elle avait entendu toute la nuit. Pas froide, pas contrôlée, pas plate comme de l'eau gelée, pas tranchante comme de l'acier, juste honnête. « J'ai peur, dit-il. » Les mains d'Audrey s'immobilisèrent sur les jantes des roues. « Peur de quoi? Peur que tu me regardes, dit-il, et que tu le vois à lui. » Silence. Mais ce silence était différent de tous les autres qui avaient rempli la nuit. Le silence dans le restaurant avait été le silence de l'endurance. Le silence dans la voiture avait été le silence de la retenue. Le silence quand Audrey parlait des 14 marches avait été le silence d'une douleur trop vieille pour saigner encore. Mais ce silence, celui qui suivit Sawyer Kensington disant « J'ai peur que tu me regardes et que tu le vois à lui », était le silence de deux personnes au bord d'un précipice, sans savoir si le prochain pas serait une chute ou une terre ferme. Audrey le regarda. Il se tenait à deux pas, les mains le long du corps, le téléphone posé sur la table, hors de portée, pour la première fois, pas une extension de son corps. Et elle chercha dans ses yeux ce qu'elle n'avait pas réussi à trouver dans ceux de Chad jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Chercha cette fine ligne entre protecteur et geôlier, chercha la vérité, ou du moins un signe qu'il comprenait ce qu'était la vérité. « Dis-le encore, dit-elle doucement. J'ai peur que tu me regardes et que tu le vois à lui. » Pourquoi as-tu peur de ça? Sawyer prit une lente inspiration. Ce n'était pas la respiration d'un homme en contrôle. C'était la respiration d'un homme se forçant à dire quelque chose qu'il n'avait jamais dit à voix haute. Parce que je sais que je pourrais être comme lui. Silence. J'ai du pouvoir. J'ai le contrôle. Je peux décider du cours de la vie des autres avec un appel téléphonique. Je peux mettre en faillite une société, renvoyer un directeur, réaffecter des centaines d'employés, et personne n'ose demander pourquoi. Silence. Il le pouvait aussi, à plus petite échelle, entre les quatre murs d'un appartement, au lieu des quatre murs de cette ville. Mais la même nature. Silence. Mais il l'a utilisé pour te briser. Je l'utilise pour... Il s'arrêta. Pour la première fois cette nuit-là, Sawyer Kensington ne termina pas une phrase. « Pourquoi? » demanda-t-elle. « Pour m'assurer que personne ne puisse plus jamais te briser. »
Est-ce différent? Je ne sais pas. Deux mots, il les dit lentement, lourdement, comme si chacun était une pierre qu'il devait soulever du fond de sa poitrine. Je pense que oui, je veux que ce le soit, mais ce n'est pas à moi de décider, c'est à toi. Audrey le regarda longuement, et dans cet intervalle de secondes, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu en lui auparavant. Pas de froideur, pas de contrôle, pas la certitude absolue qu'il avait portée comme une armure toute la soirée. Elle vit de l'incertitude. Sawyer Kensington, l'homme qui avait démantelé une société en 27 minutes, qui contrôlait la moitié d'un empire souterrain, qui avait toujours une réponse en une seconde, qui n'hésitait jamais dans aucune décision, se tenait à deux pas d'elle et disait « Je ne sais pas ». Et ce ne pas savoir était plus honnête que n'importe quelle réponse parfaite qu'il aurait pu offrir. Plus honnête que « je suis différent de lui ». Plus honnête que « je ne te ferai jamais de mal ». Plus honnête que n'importe quelle promesse. Parce que Chad avait promis aussi. Chad avait toujours dit qu'il savait, mais Chad n'avait jamais dit « je ne sais pas ». Chad n'avait jamais admis que la ligne entre la protection et le contrôle pouvait s'estomper. Chad n'avait jamais eu peur. Audrey relâcha les jantes de ses roues et poussa, mais pas vers l'ascenseur. Vers lui, lentement, les roues roulant doucement sur le bois, comblant la distance de 2 pas qu'il avait refusé de franchir. Elle la franchit pour lui, s'arrêta juste devant lui, leva les yeux, il était debout, elle était assise. La différence de hauteur entre eux n'avait jamais semblé si grande et jamais si petite. Elle prit sa petite main autour de la sienne, plus grande, et tira doucement vers le bas. Pas de mots, juste l'attraction. Et il comprit. Il s'agenouilla lentement pour que ses yeux rencontrent les siens au même niveau, pour qu'il ne la regarde pas de haut, pour qu'elle ne le regarde pas de bas, égaux. « Je n'ai pas besoin que tu t'agenouilles, dit-elle. Je sais. Je veux te regarder à la même hauteur. Silence, les yeux dans les yeux, au même niveau pour la première fois cette nuit-là. Personne de plus haut, personne de plus fort, personne en contrôle. Juste 2 personnes, l'une à genoux, l'autre assise, se faisant face sur la même ligne. « Je ne pars pas, dit-elle, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. »« Quoi? » ?»« Chaque fois que tu agis pour moi sans me le demander, tu ne me protèges pas. Tu me dis que ma voix n'a pas d'importance, que mon opinion n'est pas nécessaire, que je dois juste m'asseoir ici, rester silencieuse et te laisser gérer. » Silence. Et c'est exactement ce que Chad faisait. Sawyer ne hocha pas la tête, ne dit pas « je comprends », ne promit pas de changer. Il ne fit aucun vœu. Il resserra simplement légèrement sa prise sur sa main, juste assez pour qu'elle le sente. Et dans cette petite pression, Audrey trouva ce qu'elle avait cherché toute la nuit. Il l'entendait vraiment. Pas le genre d'écoute qui n'écoute que pour répondre. Pas le genre qui écoute pour argumenter. Pas le genre qui écoute et ajoute ensuite un « mais ». Il écoutait. Et c'était la plus grande différence entre lui et Chad. Chad n'avait jamais écouté. Un long moment passa, peut-être 10 minutes, peut-être 30. Aucun d'eux ne compta. Ils étaient assis à côté de la large baie vitrée surplombant Manhattan. Audrey dans son fauteuil roulant. Sawyer par terre, le dos contre le mur, juste à côté d'elle, pas en face d'elle. À côté d'elle, son épaule presque au niveau de l'accoudoir de son fauteuil. La ville scintillait au-delà de la vitre. Des millions de lumières vacillant comme si rien ne s'était passé. Et peut-être que pour la ville, rien ne s'était passé. Mais pour les 2 personnes assises ici, tout avait changé. Silence. Mais cette fois, c'était paisible. Le genre de silence que 2 personnes doivent traverser toute une nuit pour mériter. À travers une terrasse balayée par le vent, à travers 14 marches, à travers 4 appels téléphoniques, à travers 27 minutes d'effondrement, à travers « je n'ai pas quitté ce restaurant pour entrer dans une autre prison », à travers « j'ai peur que tu me regardes et que tu le vois lui pour arriver ici ». Sawyer parla le premier. Rare pour lui, très rare. « Je veux te demander quelque chose. Demande. Comprends-tu les opérations à haut niveau? » Audrey se tourna pour le regarder. Il était assis par terre, chemise blanche froissée, manches toujours retroussées jusqu'au coude, cheveux légèrement en désordre, dos contre le mur. Il ne ressemblait pas à un homme qui venait d'avaler une société. Il ressemblait à un homme fatigué essayant de trouver la bonne question. « Pourquoi demandes-tu ça? » « Parce que je t'ai regardé réorganiser mon système de gestion immobilière au cours des 6 derniers mois.
12 immeubles, 47 contrats de location. Tu as restructuré le tout sans que personne ne te guide. Silence. Je t'ai regardé repérer des anomalies dans le rapport financier du troisième trimestre qu'une équipe de 6 comptables avait manqué. Tu lis les feuilles de calcul comme des romans. Silence. Je t'ai regardé gérer un différend entre deux entrepreneurs qui menaçaient de se poursuivre en justice. Tu t'es assise dans cette salle de conférence dans ton fauteuil roulant et quand tu es parti, ils se serrènent la main. Tu n'as jamais élevé la voix, pas une seule fois. Tu m'as observé. J'observe. C'est différent. Silence. Comprends-tu l'expérience client? Demanda Sawyer. Comprends-tu la perception? Comment une marque fonctionne? Comment un espace parle aux gens qui y entrent? Que veux-tu dire? Silence. Il la regarda d'en bas, car il était assis par terre et elle était assise dans son fauteuil. Et pour la première fois de sa vie, c'est lui qui la regardait de bas en haut. Tu dirigeras Sterling Hospitality, le nouveau restaurant, tout le groupe. Une lourde immobilité tomba entre eux, sur le plancher de bois, dans l'espace qui les séparait. Non, dit-elle immédiatement. Si. Non, Sawyer. Si, Audrey. Je ne veux pas d'un lot de consolation. Ce n'est pas un lot de consolation. Tu ne peux pas m'acheter le respect. Je ne l'achète pas. Je construis un espace. Tu ne peux pas transformer l'humiliation en opportunité. Je peux transformer l'humiliation en infrastructure. Silence, chaque ligne se déplaçait entre eux, rapide, tranchante, précise, faisant écho à la dispute dans la voiture, mais différente. Différente parce qu'il n'y avait plus de colère maintenant, plus de peur, plus de fantômes de Chad planant derrière chaque phrase. C'étaient deux personnes essayant de se comprendre sans armure. « Je n'ai pas besoin d'une promotion symbolique, dit-elle. Ce n'est pas symbolique, c'est réel. De vrais papiers, une vraie propriété, une vraie autorité. » Audrey le regarda, directe, tranchante. Le regard qu'elle utilisait dans les salles de conférence quand les entrepreneurs cessaient de se disputer. Le regard qui disait qu'elle évaluait, pesait, ne décidait pas encore. « Tu étais assise sur la terrasse ce soir, dit-il calmement. Pas le calme calculé de tout à l'heure, le calme d'un homme qui dit ce qu'il croit. Tu ne t'assiéras plus jamais sur une terrasse. Non pas parce que je te protège, mais parce que tu posséderas la pièce qui t'a un jour refusée. » La phrase resta en suspens entre eux, lourde, différente des autres phrases lourdes de cette nuit. Lourde parce que ce n'était pas une menace, pas une promesse, pas une déclaration de domination. C'était une question déguisée en affirmation. Et Audrey réalisa qu'il ne lui tendait pas un titre, il lui tendait un défi. Oses-tu transformer l'endroit qui t'a humilié en l'endroit que tu commandes? Audrey ne répondit pas immédiatement. Elle regarda par la fenêtre. La ligne d'horizon de Manhattan s'étendait de gauche à droite, des lumières clignotantes, des tours d'acier et de verre immobiles comme une forêt. Et au-delà, le Hudson scintillait sous le clair de lune, se déplaçant lentement, indifférent, comme il l'avait fait bien avant que cette ville n'existe, et comme il le ferait longtemps après que tout ait disparu. Elle ne pensa pas au restaurant, ne pensa pas à Sterling Hospitality Group, ne pensa pas au pouvoir, à la propriété ou au titre de direction. Elle pensa au café sous la pluie. Son fauteuil roulant trempé parce qu'elle l'avait poussé sur deux pâtés de maison à travers la tempête, de la place de parking à l'entrée, le latte refroidissant dans ses mains alors que le vent et la pluie s'infiltraient sous l'auvent peu profond pendant qu'elle était assise dehors sur le trottoir parce que le propriétaire avait dit que la porte était trop étroite. Elle se souvint de la sensation. L'eau dégoulinant de ses cheveux sur son cou, le gobelet en papier se réchauffant puis se refroidissant dans ses paumes, et la solitude, pas du genre dramatique, mais du genre ordinaire, du genre quotidien, du genre que le monde ne remarque pas parce qu'il est trop petit, trop silencieux, trop facile à ignorer. « Pourquoi m'as-tu épousé ?» demanda-t-elle. Elle ne le regarda pas, regardait toujours la ligne d'horizon. Cette question n'était pas nouvelle. Elle l'avait posée avant, de nombreuses fois, mais ce soir, elle avait besoin d'une réponse différente. Elle avait besoin de la vraie. Sawyer la regarda d'en bas, toujours assis par terre. « Je ne t'ai pas épousé par pitié. »« Je sais. Je ne t'ai pas épousé parce que tu es fragile. Je sais. » Silence.
Je t'ai épousé parce que je t'ai vu pousser ton fauteuil roulant sous la pluie jusqu'à ce café après qu'ils aient refusé de te laisser t'asseoir à l'intérieur. Silence. Et tu as quand même commandé un latte, tu t'es assise sous la pluie, tu l'as bu jusqu'à la dernière goutte, tu as laissé un pourboire sur la table, puis tu es parti comme si de rien n'était. Silence. Tu ne t'es pas brisé. Tu as juste appris à vivre avec la douleur. Et je ne te laisserai plus avoir à apprendre ça. Audrey se tourna pour le regarder, pour la première fois depuis qu'il lui avait offert la société, et elle vit sur son visage quelque chose qu'elle n'avait trouvé dans aucune promesse, aucune déclaration de pouvoir, aucun appel téléphonique. Elle vit la vérité, simple, sans fioriture. Mais tu viens de promettre, dit-elle. Tu as promis de ne pas agir pour moi. Oui, alors c'est ma décision. Oui, si je refuse, la société est toujours légalement tienne. Tu veux la vendre, vende-la. Tu veux la fermer, ferme-la. Tu veux la donner, donne-la. Je n'interférerai pas. Silence. Audrey l'étudia longuement, et dans son esprit, elle passa en revue les pièces une par une. Il avait posé le téléphone quand elle avait roulé vers l'ascenseur. Il s'était arrêté à 2 pas parce qu'il savait que plus près serait ressenti comme une menace. Il s'était agenouillé pour que leurs yeux soient au même niveau quand elle avait tiré sa main. Il avait dit « J'ai peur ». Il avait dit « Je ne sais pas ». Il avait écouté, vraiment écouté. « Je la prends », dit-elle. Sawyer ne répondit pas, ne hocha pas la tête, ne soupira pas de soulagement, ne sourit pas de victoire. Il attendit parce qu'il savait qu'elle n'avait pas fini. Mais à mes conditions, c'est-à-dire que tu n'interfères pas avec les opérations. Pas un appel, pas un message, pas une instruction indirecte par quelqu'un d'autre. Aucun de tes gens intégrés dans la direction, les finances ou n'importe où. C'est ma société, pas ta pièce d'échec, pas une extension de ton empire, la mienne. Silence. Si j'échoue, j'échoue par mes décisions. Si je réussis par ma capacité. Tu n'as pas le droit de transformer ça en preuve de ton pouvoir. Tu n'as pas le droit de dire à qui que ce soit. Regardez ce que j'ai donné à ma femme. Ce n'est pas quelque chose que tu donnes, c'est quelque chose que je prends. Sawyer la regarda longuement. Puis, pour la première fois cette nuit-là, la première fois depuis qu'ils étaient entrés à lumière des heures plus tôt, il faillit sourire. Pas le sourire social, pas le sourire contrôlé, presque un vrai, juste presque, mais suffisant. D'accord, promis, je promets. Cette fois, je te crois, et elle le croyait. Non pas parce qu'il était parfait, non pas parce qu'il disait toutes les bonnes choses, non pas parce qu'il était puissant ou riche ou capable de démanteler une société en 27 minutes. Elle le croyait parce que lorsqu'elle avait demandé « En quoi es-tu différent de lui ?» il ne s'était pas défendu, n'avait pas énuméré les raisons pour lesquelles il était meilleur que Chad. Il avait dit « Je ne sais pas », et c'était la seule réponse dont Audrey avait besoin. Le téléphone d'Audrey vibra sur ses genoux. Pas une alerte de réseau social, pas un message d'amis, un courriel. Elle jeta un coup d'œil à l'écran. Objet. Confirmation de nomination. Elle l'ouvrit. Lutte lentement, mot par mot. Avec effet immédiat, Audrey Kensington est nommée directrice générale de Sterling Hospitality Group sous la nouvelle direction. Elle le relut, une fois de plus, puis leva les yeux vers Sawyer. Il était toujours assis par terre, le dos contre le mur, à côté de son fauteuil roulant. Son visage illisible. Mais quelque part dans ses yeux, quelque chose attendait. « Tu as envoyé ça avant que j'accepte, dit-elle. Je savais que tu ne refuserais pas. C'est de l'arrogance. C'est de l'observation. » Et elle faillit rire. Presque. Le coin de sa bouche se souleva légèrement. La première fois de toute la nuit. Et ce quasi-sourire était plus chaud que tous les sourires qu'elle avait portés plus tôt. Plus chaud que le sourire « j'ai l'habitude » dans le restaurant. Plus chaud que le sourire endurant sur la terrasse. Parce que celui-ci était réel. « Tu ne vas pas corriger cette habitude, dit-elle. Je sais. » Silence. Doux cette fois. Pas lourd. Chaud. Le genre de silence dans lequel deux personnes peuvent s'asseoir sans avoir besoin de le remplir, sans avoir besoin de se défendre ou d'attaquer. Juste s'asseoir et respirer. Audrey se retourna vers la fenêtre et elle réalisa qu'à l'est de la ligne d'horizon, au-dessus des toits de Manhattan, l'aube commençait à se former. Une fine ligne d'orange pâle séparant le ciel de l'horizon, s'élargissant lentement, patiemment, comme si le matin n'était pas pressé,
parce que le matin sait qu'il arrivera de toute façon. Elle n'avait pas remarqué combien de temps la nuit avait duré. Elle baissa les yeux sur ses jambes, toujours posées sur le repose-pied immobile. Elles ne bougeraient plus jamais. Les jambes qui avaient autrefois dansé le ballet, qui s'étaient autrefois levées sur la pointe des pieds devant le miroir du petit studio qu'elle louait avec l'argent des pourboires des services tardifs, qui avaient autrefois couru dans Central Park à l'aube avant que la ville ne se réveille, qui avaient autrefois monté des escaliers un par un, 14 d'entre eux, avant d'être poussés. Puis elle regarda le téléphone dans sa main. Le titre sur l'écran, directrice générale, et pour la première fois depuis très longtemps, plus longtemps qu'elle n'avait été dans ce fauteuil roulant, plus longtemps que la cicatrice n'avait marqué son poignet, plus longtemps qu'elle n'avait pratiqué le sourire « j'ai l'habitude » devant le miroir. Elle ne sentit pas le fauteuil comme une limite, elle le sentit comme un trône, non pas parce que Sawyer lui avait donné le pouvoir, mais parce qu'elle avait choisi de le prendre à sa manière, selon ses termes, avec sa voix. Personne ne lui avait donné la permission. Elle se l'était donnée à elle-même. Elle posa le téléphone, regarda Sawyer. Il était toujours par terre, chemise blanche froissée, manches retroussées, cheveux légèrement en désordre, yeux fatigués. Il ne ressemblait pas à un homme qui contrôlait la moitié de l'empire souterrain de New York. Il ressemblait à un homme qui était resté debout toute la nuit par terre à côté du fauteuil roulant de sa femme, parce que quelqu'un avait blessé la femme qu'il aimait, et il ne savait pas comment réagir autrement qu'en démantelant le monde et en le reconstruisant. « Tu ne l'as pas incendié, dit-elle doucement. « Non. Tu l'as reconstruit. Oui. Et maintenant, je vais le diriger. »« Silence. À ma façon, ajouta-t-elle. »« À ta façon, répéta-t-il. Et dans la première lumière de l'aube, alors que la ligne orange pâle s'élargissait sur l'horizon de Manhattan, ces deux mots, « à ta façon », s'installèrent dans le penthouse silencieux comme une nouvelle promesse. Pas sa promesse, la sienne à elle-même. 3 mois plus tard, le restaurant rouvrit. Il ne s'appelait plus Lumière. Un nouveau nom, une nouvelle enseigne, tout était nouveau. Mais pas le genre de nouveauté qui essaie d'effacer le passé. Le genre de nouveauté construite par quelqu'un qui a regardé le passé en face, mémorisé chaque détail, puis reconstruit l'endroit entier comme une réfutation délibérée de la nuit de l'humiliation. L'entrée principale n'avait plus 3 marches de marbre. À leur place se trouvait une rampe en pierre d'ivoire en pente douce, la même pierre, la même qualité, mais conçue différemment. La rampe n'était pas une réflexion après coup boulonné sur le côté comme une excuse réticente. C'était l'entrée principale, la seule entrée, parfaitement intégrée à la façade, courbant doucement, polie et lisse, bordée de fleurs blanches et d'un éclairage bas le long des bords. Pas une porte latérale accessible, pas une ruelle arrière à travers les poubelles, l'entrée pour tout le monde. Tout le monde empruntait le même chemin. Personne ne portait personne à l'intérieur. Chaque allée était assez large pour qu'un fauteuil roulant puisse passer confortablement, mais pas du genre de largeur creuse et exagérée qui crie à l'aménagement. Large parce qu'un bon design sert tout le monde. Large parce que lorsque les gens n'ont pas à se faufiler les uns près des autres, l'expérience s'améliore pour tous, qu'ils soient en fauteuil roulant ou non. Des tables en marbre blanc, des lustres en cristal, du jazz doux en fond sonore. Tout aussi beau que Lumière l'avait été, mais sans règles tacites, sans limitation de mouvement, sans table réservée qui n'était pas vraiment réservée, sans regard d'une demi-seconde vers le bas et détourné. L'espace extérieur était resté, mais il était aussi beau que l'intérieur. Les mêmes tables en marbre, le même éclairage, la même musique, le même service. L'extérieur n'était pas un exil. L'extérieur était un choix. Chaque employé fut formé avant la soirée d'ouverture. Pas un séminaire de sensibilisation avec des diapositives et des vidéos pédagogiques. Pas un atelier sur la diversité que les gens subissent et oublient dès qu'ils quittent la pièce. Un seul principe, écrit par Audrey elle-même et imprimé sur une petite plaque dans la salle du personnel. Une seule ligne. La dignité n'est pas une commodité, c'est la norme. La soirée d'ouverture arriva. Audrey portait du noir. Le même style de robe qu'elle avait porté cette autre nuit. La même couleur, la même coupe, ajustée puis tombant sous ses genoux, couvrant les jambes qui ne bougeaient pas. Des cheveux châtains foncés doucement bouclés sur ses épaules. Des lèvres nudes brillantes, peu de bijoux, exactement comme avant, intentionnellement. Parce qu'elle voulait se souvenir.
et elle voulait que la différence existe dans tout ce qui l'entourait, pas en elle. Elle se poussa vers l'entrée principale. La rampe de marbre blanc s'étendait devant elle, laissée uniforme, les roues glissant sans résistance. Elle monta lentement, sans se presser, personne ne marchant devant pour lui frayer un chemin, personne derrière pour la stabiliser, personne pour la soulever. Et alors que les roues roulaient sur le marbre, stable et silencieuse, elle marqua une pause. Pas par difficulté, pas par fatigue, par souvenir. La dernière fois qu'elle s'était tenue sur ses propres jambes, c'était la nuit où Chad avait posé sa main sur son dos en haut de l'escalier. Chaude, douce, puis avait poussé. Elle n'avait plus jamais monté une marche après ça. Mais ce soir, elle n'avait pas besoin de marche. Cette rampe était la sienne. Elle avait choisi la pierre. Elle avait approuvé les plans. Elle s'était assise dans son fauteuil roulant sur le chantier et avait demandé à l'équipe d'ajuster l'inclinaison jusqu'à ce qu'elle soit exacte. Pas trop raide, pas trop plate, juste ce qu'il fallait pour que quelqu'un d'assis puisse se déplacer de manière autonome sans aide. Elle l'avait conçue, elle l'avait construite, et elle la traversait elle-même. Elle entra par les portes principales, sous les lustres en cristal, à travers de larges allées, jusqu'à la meilleure table de la maison, près de la fenêtre, marbre blanc, bougies, fleurs. Elle s'adressa à la nouvelle hôtesse. Une table pour deux, bien sûr, Madame Kensington. Pas d'hésitation, pas de regard sur le fauteuil roulant, pas d'évaluation d'une demi-seconde et de recul. Pas de «veuillez patienter un instant». Juste, bien sûr, immédiat, naturel, comme si c'était la chose la plus évidente au monde, comme cela aurait toujours dû l'être. Audrey guida son fauteuil en place, s'installa à la table, regarda autour d'elle, marbre, lustre, gaz, lumière des bougies, et cette fois elle était assise à l'intérieur, non pas parce que quelqu'un le permettait, mais parce que l'endroit était le sien. Sawyer arriva plus tard. Pas de cortège, pas de garde du corps ouvrant les portes, pas de spectacle. Il entra par la rampe de marbre blanc comme n'importe qui d'autre, comme n'importe quel invité un samedi soir. Il entra par la porte que sa femme avait conçue, sous la nouvelle enseigne que sa femme avait choisie, dans le restaurant que sa femme dirigeait maintenant. Il prit le siège en face d'elle, la table près de la fenêtre, pierre fraîche et pâle, bougies, fleurs, la meilleure table de la maison, comme n'importe quel mari retrouvant sa femme pour le dîner. Il la regarda de l'autre côté de la surface en pierre, la lumière des bougies se reflétant doucement entre eux. Elle examinait le plan opérationnel de la semaine suivante sur sa tablette, les doigts se déplaçant sur les chiffres, les horaires, les détails. Confiante, concentrée, vivante, pas le genre de vivante dont les gens parlent après une tragédie. Le genre de survie, le vrai genre, les yeux brillants, le dos droit, la voix qui ne demandait pas la permission. Et Sawyer réalisa à ce moment-là, en la regardant sous les lustres en cristal, de l'autre côté d'une table en marbre blanc, qu'elle n'était pas la femme qui l'avait sauvée. Elle n'avait jamais eu besoin d'être sauvée. Elle était la femme qui avait toujours existé, toujours été là, toujours forte, toujours entière, et le monde ne s'était tout simplement pas donné la peine de la voir. Le monde voyait le fauteuil roulant et s'arrêtait là. Il voyait le fauteuil roulant et voyait un trône. Deux tables à gauche, une femme se pencha vers son compagnon et chuchota, la main protégeant sa bouche, les yeux se posant sur Audrey. Audrey ne pouvait pas entendre les mots par-dessus le jazz, mais elle le lut sur les lèvres. C'est elle, celle en fauteuil roulant cette nuit-là à lumière, n'est-ce pas? Le doigt d'Audrey s'immobilisa sur la tablette. Une seconde, seulement une. Puis elle tourna lentement son fauteuil, sans précipitation, sans colère. Elle croisa le regard de la femme et sourit. Pas le sourire «j'ai l'habitude». Pas le sourire endurant qu'elle avait pratiqué devant les miroirs. Pas le sourire d'excuse pour exister dans un fauteuil. Un sourire différent. Le sourire de quelqu'un qui possède la pièce. Oui, dit-elle calmement. Et maintenant, je possède cet endroit. Puis elle se retourna, continua sa lecture. Pas de colère, pas besoin de prouver plus, pas d'explication, juste la vérité. Simple, douce, plus lourde que n'importe quel coup. Sawyer assista à tout cela de l'autre côté de la table. Il ne dit rien, ne hocha pas la tête, ne sourit pas, mais quelque chose vacilla dans ses yeux que quiconque ayant travaillé à ses côtés dans l'empire souterrain reconnaîtrait instantanément.
De la fierté. Pas la fierté qu'elle soit sa femme, la fierté qu'elle soit d'elle-même. Plus tard dans la nuit, sur le balcon du penthouse, le vent de l'Hudson transportait l'odeur de l'eau et de l'air de la ville. Il se tenait et était assis comme il le faisait toujours. Lui debout, elle assise. Pourtant, la différence de hauteur ne signifiait plus rien. Tu ne l'as pas incendié, dit-elle doucement. Non, tu l'as transformé. Oui, tu n'as pas pris ta revanche. Non, tu as restructuré. Oui, silence, vent, lumière de la ville en contrebas. On ne te mettra plus jamais dehors, dit-il. Elle le regarda. Pas grâce à toi, répondit-elle, parce que je ne le permettrai pas. Il ne sourit pas, mais ses yeux le firent. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, ses yeux contrôlés et illisibles sourirent. Le silence final fut le plus chaleureux de tous, plus chaud que « j'ai peur que tu vois lui en moi », plus chaud que « je ne sais pas », plus chaud que « à ta façon ». Chaud parce qu'il n'avait pas besoin de mots. La rivière scintillait en contrebas, la ligne d'horizon brillait d'un éclat constant, et quelque part à travers la ville, un restaurant fonctionnait sous une nouvelle direction, un nouveau leadership, avec une rampe au lieu de marche, avec l'égalité au lieu de l'exclusion silencieuse. Parce que cette fois, il y avait des conséquences, et cette fois, elle ne s'assiérait plus jamais dehors. Non pas parce que quelqu'un la protégeait, mais parce qu'elle possédait la pièce. L'histoire d'Audrey et Sawyer se termine ici, peut-être, mais son message, non. Dans la vie, combien de personnes sont assises sur la terrasse froide de leur propre existence, souriant et disant que tout va bien, alors que quelque chose à l'intérieur saigne encore? Combien de fois acceptons-nous la discrimination enveloppée de politesse? Acceptons-nous d'être mis de côté par des sourires doux et nous disons-nous que nous y sommes habitués? Cette histoire ne parle pas seulement d'un fauteuil roulant. Elle parle de dignité, du droit de s'asseoir à l'intérieur, du droit d'être vu, d'être entendu, d'être traité comme un être humain et non comme un inconvénient. Et surtout, il s'agit de s'élever à sa manière, même lorsque vos jambes ne bougent plus, par votre voix, vos décisions, votre force que personne ne peut vous enlever. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait réfléchir, s'il vous plaît, aimez et partagez pour que d'autres puissent l'entendre et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer la prochaine histoire. Nous aimerions savoir ce que vous avez ressenti après cette lecture. Avez-vous déjà été témoin ou vécu quelque chose de similaire? Où pensez-vous que se situe la ligne entre la protection et le contrôle? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque ligne et nous écoutons avec attention. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent une bonne santé, une vie joyeuse, des jours paisibles, et n'oubliez jamais que la dignité n'est pas une commodité, c'est la norme. Au revoir et à la prochaine.